Nous sommes dimanche 5 novembre et vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue à la une de cette édition. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football est à Abidjan dans le cadre de la Ligue des champions féminines de football qui se joue ici en Côte d'Ivoire. Lors de son audience hier avec le Premier ministre Robert Mambé-Begré, Véron Mosengo-Omba s'est félicité de la qualité des infrastructures de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue du repos biologique imposé par le ministère des Ressources animales et halieutiques au niveau de la pêche, des agents ont été dépêchés cette semaine au débarcadère de Lokodro et aux halles de criée du port de pêche d'Abidjan pour se rendre compte des résultats. Ils sont heureux de ce qu'ils ont pu constater sur place. En Afrique du Sud, le forum AGOA sur les accords de libre-échange entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne s'est terminé hier samedi. Les 35 pays éligibles ont appelé à renouveler rapidement les accords d'AGOA qui prennent fin en 2025 et à réformer des critères d'éligibilité jugés trop stricts. On en parle dans une demi-heure. 75 000 hectares de plantations industrielles, 200 000 hectares de plantations villageoises, 45 000 planteurs et 2,5 millions de tonnes de régimes produits chaque année. Voilà les données de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Les planteurs vendent leur production de régimes de palme aux usiniers de la première transformation qui les achètent à un prix fixé par l'interprofession, ce prix qui est calculé chaque mois selon un mécanisme en vigueur au sein de l'interprofession. Mais des incompréhensions sont survenues récemment et des tensions sont nées. Heureusement, sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, toutes les parties se sont assises il y a quelques jours à la même table et une solution a été trouvée. Aujourd'hui, nous avons voulu en savoir plus sur cette crise. Voilà donc qui justifie la présence sur notre plateau du directeur général du Conseil EVEA Palmier à huile, Founigué Edmond Coulibaly. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. D'entrée de jeu, monsieur le directeur général, rassurez-nous, le palmier à huile, l'huile de palme, c'est bon pour la santé, c'est pas dangereux. C'est même excellent pour la santé. C'est une huile qui naturellement ne contient pas de cholestérol. Et vous avez de par le monde au moins 160 études qui prouvent que l'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé. D'accord. J'ai tenu à poser cette question parce qu'on a l'habitude de voir quelques produits manufacturés venus d'Occident où c'est marqué, c'est bien inscrit là-dessus, sans huile de palme, comme pour nous dire que c'est dangereux. Oui, non, en fait, cette inscription, c'est justement parce que l'huile de palme est incriminée pour son impact sur la biodiversité. Sur l'environnement. Sur l'environnement, la biodiversité, mais disons-le clairement, ça ne concerne pas la qualité de l'huile, mais ça concerne le système de production. Et je pense que c'est l'obligation d'informer le client, le consommateur, qui a amené ces firmes-là à mentionner cette indication sans huile de palme, mais aucunement la qualité nutritionnelle n'est remise en cause. C'est cela donc. Tout à fait. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On se retrouve dans 30 minutes. Tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, terre des grands événements sportifs. En attendant la CAN qui se jouera en janvier et février prochain, c'est ce dimanche que démarre la 3e édition de la Ligue des champions féminines, toujours en terre ivoirienne. En match d'ouverture, les Casablancaises du Sporting défient les Abidjanaises de l'Atlético Football. Et pour l'occasion, le secrétaire général de la CAF a fait le déplacement d'Abidjan. Il a été reçu hier par le Premier ministre Robert Mambé-Begré. Témoignage, Alexis Ouedraogo. Présent à Abidjan dans le cadre de la Champions League féminine qui démarre ce dimanche, Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football, était ce samedi à la résidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. J'ai découvert quelqu'un de très passionné, très engagé, déterminé pour faire de cette CAN une CAN meilleure jamais organisée à ce jour. Ça m'a fait plaisir parce que, vous savez, quand il y a des changements, il y a toujours des doutes. Mais je vois que c'est un sportif né. Il a démontré son engagement pour aller jusqu'au bout de faire cette CAN une réussite totale. Avant de se rendre dans les villes hautes de Korogo et San Pedro, il a tenu à féliciter la Côte d'Ivoire pour la qualité des infrastructures de la CAN. Pour répondre aux mauvaises langues, donc plan A, B, C, D jusqu'à Z, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous, on est prêts de rester en Côte d'Ivoire.
À ce jour, plus de 4000 accréditations presse ont été effectuées sur le continent. Robert Begré-Mambé tient à rassurer de l'engagement de la Côte d'Ivoire à offrir une compétition unique. Et le match d'ouverture de cette Ligue des champions féminines se jouera donc tout à l'heure à 17h au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Rencontre que vous pourrez bientôt suivre, bien sûr, bien entendu, que vous pourrez suivre sur notre antenne. Prise d'antenne RTI Sport dès 16h30 avec Fatima Sibé. Souvenez-vous, c'est du 26 au 28 octobre dernier que s'est tenu à Brazzaville le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Et c'est Kandia Camara qui représentait le chef de l'État avec une forte délégation dont faisait partie le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Jacques Assaoré-Conan a eu à prendre part à plusieurs activités. Retour à Brazzaville, au Congo, avec Herman Guivet. Sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de Brazzaville, ouverture du segment consacré au ministre, le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré-Conan Jacques, prend part aux travaux. Les rapports, les panels et 6 events tenus par les experts la veille ont été présentés et adoptés à l'occasion. Le ministre ivoirien de l'Environnement, Assaoré-Conan Jacques, a également pris part au panel portant sur la gouvernance régionale et mondiale, les investissements intégrés, les mécanismes financiers, le marché de carbone et la coopération. Le ministre ivoirien de l'Environnement a également participé à des sessions de présentation et de financement des projets par les 3 bassins auprès des partenaires techniques et financiers ainsi qu'à des réunions ministérielles. Il a également eu une séance de travail avec Virginie Jus, Sinkevicius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, au cours de laquelle des questions relatives au changement climatique, à la mise en œuvre des résolutions de la COP15 sur la biodiversité tenue en 2022 à Montréal au Canada et à la lutte contre la déforestation ont été abordés. Le jour précédant cette rencontre, le segment technique a porté sur l'état de l'art des 3 bassins tropicaux des tourbières et mangroves. Notons que dès l'ouverture du segment ministériel, les déclarations des représentants de l'UNICEF, de l'OMS Afrique ainsi que des délégués du Brésil et de la Grande-Bretagne ont appelé à une prise de conscience collective afin de sauver la planète. En rentrant en Côte d'Ivoire, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, lui, a rendu visite cette semaine au Centre des métiers de l'eau à 200 jeunes hommes et femmes qui ont été formés pendant plusieurs mois au métier de la plomberie sanitaire. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement. Au cours de la visite, le ministre a rassuré tous les bénéficiaires quant à leur insertion professionnelle. Reportage Christ Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Après 4 mois de théorie et 2 mois de pratique au sein du Centre des métiers de l'eau, CEMO, 200 jeunes bénéficiaires du projet de formation par apprentissage au métier de plomberie sanitaire sont désormais aptes pour s'insérer dans le tissu social. Coût du projet, 180 millions de francs CFA. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique vise à répondre à un besoin. Ce projet est né d'un double constat. D'un côté, on constate que nos clients ont beaucoup de fuites dans leurs installations intérieures. Et ces fuites-là font perdre de l'eau. L'eau est une ressource rare. Il ne s'agit pas de gaspiller cette ressource en laissant toutes ces maisons avec des pertes. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons un parc d'abonnés qui est en grande croissance. C'est un vrai marché sur lequel de jeunes entreprises peuvent se positionner. Pour les bénéficiaires, cette formation est une réelle opportunité. Au sortir d'ici, je pourrais bien exercer le travail de plombier sanitaire. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, accompagne ces jeunes durant leur apprentissage. Le FDFP s'est engagé dans ce projet en raison de sa pertinence et aussi parce que vous donnez l'opportunité à 200 jeunes d'acquérir des compétences dans un secteur très spécifique. Visage concret de la matérialisation de l'action du gouvernement en faveur des jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Avec le professionnalisme qui est mis dans la formation, avec les nouveaux outils qui seront mis à votre disposition, vous êtes la première génération de jeunes bien formés, mais vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes des ambassadeurs pour ce corps de métier. Des travaux ont été appréciés par le ministre et sa délégation. Ces maquettes présentent
les réseaux d'adduction en eau potable, les salles d'eau, les outils et les raccordements pour les installations. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Ils s'étendent sur la période 2023-2025. C'est demain lundi 6 novembre que démarrent les nouveaux programmes de la RTI, une rentrée télévisuelle qui sera bien entendu marquée comme toujours par des productions réaménagées et qui répondent aux attentes du téléspectateur. Une nouvelle grille de programmes aux couleurs de la CAN 2023 qui avance à grands pas. Serge Pacom Didi, Éric Goré, reportage. RTI 1 et RTI 2, deux chaînes de la télévision ivoirienne du groupe RTI, font leur rentrée le 6 novembre prochain, d'où cette cérémonie officielle de lancement. Ce sont de nouvelles grilles de programmes alléchants et rénovés. Ça va commencer déjà avec notre gros divertissement qui est Madame, Monsieur, bonsoir, du lundi au jeudi. RTI 2 est reconnu comme étant la chaîne de la femme, où se trouve la femme, il y a l'homme et en même temps il y a les enfants à côté. C'est pour cela que cette chaîne essaie d'offrir aux téléspectateurs en tout cas des programmes qui concernent la famille. Donc, cette année, on va y avoir beaucoup de changements dans la profondeur, dans même la façon de faire nos émissions, parce que non seulement on est sur une période de Cannes, donc ça veut dire que le monde entier aura les yeux fixés sur nos programmes, donc on va s'adapter par rapport à cette demande. Il y a Matin Bonheur, C'est Midi et Allume la télé qui vont porter la Cannes. Vous verrez des chroniques au cours de ces trois émissions. Cette soirée de présentation des programmes des chaînes ne pouvait faire abstraction à ce grand rendez-vous du football africain, CAN Côte d'Ivoire 2023. La radiodiffusion télévision ivoirienne a acquis officiellement le statut de radio-télédiffuseur hôte RTDH. Le protocole d'accord signé par le président du comité d'organisation de la CAN et le directeur général de la RTI avec l'onction de la Confédération africaine de football confère à la RTI la responsabilité de la captation des matchs sur les 6 stades de la compétition. Le COCAN et la CAF accordent également à la RTI les droits exclusifs de diffusion des 52 matchs de la CAN sur tout l'étendue du territoire national. En d'autres termes, la RTI sera le seul média national à diffuser la CAN 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce sont nos images qui vont servir à pouvoir retransmettre la compétition. La direction générale a mis les petits plats dans les grands pour acquérir du matériel, tout ce qui est écart de transmission, tout ce qui est écart des SNG et autres. Et a également aussi mis l'accent sur l'élément le plus important de la RTI, ça veut dire les ressources humaines, donc le facteur humain. Donc toutes les équipes ont commencé à être formées, aussi bien sur les grandes compétitions qu'en Europe et en Côte d'Ivoire. Et cette formation-là est vraiment continue de manière à ce que le cahier des charges de la CAF soit totalement respecté. La manière dont ça doit être filmé, la manière dont les ralentis doivent être faits, la manière dont tout doit être exécuté pour qu'on ait une qualité hors du commun. Tous les éléments sont mis en place pour que la RTI soit au rendez-vous. Le deuxième volet par rapport à cela, c'est le côté éditorial. La RTI a mis les petits plats dans les grands également aussi, de manière à pouvoir retransmettre les matchs sur RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et les matchs de défense sur fréquence 2. Donc vous voyez, il y aura une expérience client hors du commun parce que chaque chaîne a son empreinte et a son ADN. Et tout cela, bien sûr, ça a de la valeur pour les annonceurs. Denis Mexan, conseiller spécial du directeur général de la RTI chargé des chaînes, a donné l'assurance que tout est mis en œuvre au plan humain et matériel pour élever le défi de la couverture médiatique de la CAN. À partir donc du 6 novembre, les spectateurs de RTI 1 et de RTI 2 seront servis au niveau de l'information, mais également au niveau du sport et des productions par des programmes relookés, réaménagés et de nombreux autres programmes qui font leur entrée. Quelles sont les opportunités d'emploi offertes en Côte d'Ivoire par les Nations Unies? Pour le savoir, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont pris d'assaut l'amphi A du district de l'université. C'était vendredi dernier à l'occasion des journées carrière et jeunesse 2023. Reportage Constant Kokora dans un commentaire de Patricia Omoetia.
Faciliter les échanges entre les étudiants et les professionnels sur les opportunités de carrière au sein du système des Nations Unies. Acquérir des compétences pour postuler aux offres d'emploi afin de développer leur réseau professionnel sont quelques objectifs visés par la journée carrière organisée au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'idée, c'est de faire justement connaître le système des Nations Unies et les possibilités de carrière professionnelle pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités de trajectoire professionnelle, de trajectoire de vie qui vont leur permettre justement d'accéder à un travail intéressant, à un travail décent. En collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette activité a permis de mieux accompagner les jeunes afin qu'ils disposent davantage d'atouts leur permettant une intégration socio-professionnelle réussie. C'est l'occasion pour moi, au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, de réitérer mes remerciements au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour tous les appuis qui ne cessent d'apporter à l'État de Côte d'Ivoire et singulièrement à notre département pour les solutions conjointes à la prise en charge des jeunes. Visites de stands et panels ont permis aux étudiants de mieux s'imprégner des différentes composantes du système des Nations Unies. Et avant de devenir des étudiants pour ensuite rêver d'un emploi, les élèves d'Abiati dans le sud Comoé sont au travail. Pour éviter leur échec scolaire et les aider à atteindre leurs objectifs, 800 d'entre eux viennent de recevoir chacun un kit scolaire. Une action saluée par les parents d'élèves qui ont exhorté l'opératrice économique donatrice à ne plus jamais s'arrêter de leur venir ainsi en aide. Jean-Marc Djedji. Abiati, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, au sud-est du pays. Ici réside Francine, mère de 5 enfants, 3 étudiants et 2 élèves. Elle peine à assurer la scolarité de ses enfants, faute de moyens. C'est difficile parce que nous n'avons pas de travail fixe. Nous nous débrouillons. Quand les pêcheurs vont à la pêche, qui prennent beaucoup de poissons, nous aussi, ce que nous vendons comme les restaurants, ça marche. Mais ça fait pratiquement 2 ans que cela ne marche plus. Francine n'est pas la seule parente dans cette situation. Nombreux sont les parents dans cette région qui ont du mal à faire face aux frais liés à la scolarisation de leur progéniture. Pour les soulager, Viviane Sissoko, opératrice économique, a offert à plus de 700 élèves d'Abiati et de 14 autres villages du sud Comoé des kits scolaires. Une façon pour elle de redonner le sourire aux parents et aux élèves. Je sais l'importance de l'éducation pour nos enfants. Et je sais la difficulté que c'est aussi pour certains parents de pouvoir assumer les charges qu'implique de mettre un enfant à l'école. Un geste fortement apprécié par les responsables d'école, chefs de communauté, responsables de jeunesse, parents et élèves. Le cadeau que j'ai reçu, c'est pour me permettre de travailler à l'école. Merci pour tout. Nous sommes tellement heureux de recevoir ces kits que nous ne savons même pas quoi faire. Infiniment merci à Mme Sissoko. Il y a longtemps que nous sommes là et nous n'avons jamais vu ce genre de dons. C'est la première fois. On aimerait que ça continue tous les jours. Vu que nous-mêmes, notre route est inaccessible, c'est difficile pour les parents même d'aller en ville et avoir la possibilité même d'acheter des fournitures des enfants. C'est dans une ambiance festive, teintée de danse traditionnelle, que la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de 15 villages du sud Comoé a pris fin. Et du côté de Saint-Fra aussi, les élèves ont reçu des prises en charge et des kits scolaires. C'est une opération initiée par un cadre de la Maraoué qui est à sa 7e édition. Et cette année, c'est UAFLA, pas Benefla, qui a abrité la cérémonie. Coût de l'opération, 5 millions de francs CFA. Le récit d'Angela Diallo. Thibou Abiba Sanogo, cadre de la Maraoué, fait à nouveau parler son cœur au groupe scolaire Thibou de Huiafla, pas Benefla à Saint-Fra. Elle offre des kits scolaires aux élèves de la tribu Bendin, évalués à 1 700 000 francs CFA, et des prises en charge d'un montant total de 3 500 000 francs CFA. Un geste, certes, mais pas des moindres. C'est un remède contre les difficultés de nos braves parents. Grâce à vous, ces enfants-là peuvent recevoir, n'est-ce pas, la connaissance, afin de faire d'eux des citoyens de demain bien formés et prêts à relever les défis du développement. Pour la donatrice, une seule motivation se cache derrière cette initiative qui est à sa 7e édition.
celle de rehausser le niveau des élèves de la localité. Avec ce don, c'est un pacte que nous avons signé pour vous-même et pour vos parents, que vos résultats soient les meilleurs. Cette école ne peut pas porter mon nom, Tidou, pour que les résultats ne soient pas excellents. L'année scolaire 2023-2024 étant placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Thibou Abiba Sanogo exhorte l'ensemble de la communauté éducative de Ouiafla Pabenefla à jouer sa partition. Zéro surcharge, zéro accident, c'est l'objectif que se fixe la Direction générale des affaires maritimes et portuaires à travers l'opération Tolérance Zéro qui a été lancée en cette période de préparatifs des fêtes de fin d'année qui s'annoncent et de la Coupe d'Afrique des Nations prévue démarrer en janvier prochain. Reportage Nousangaré, Abou Sanogo, Bouraïma Guiré. Garde côtière à Trècheville. Ce matin, le commandant Sankwadio Kamouris, directeur de la police maritime et ses hommes doivent mener une opération de contrôle sur le plan d'eau lagunaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation. Parfois, ça retarde un peu les voyages, mais c'est important puisque il y va de vos vies. On a décidé qu'il n'y ait pas de surcharge dans les pinasses. Il faudrait qu'on vous explique pour que vous compreniez que c'est dans votre propre intérêt que nous faisons ce boulot-là. Le but de l'opération dénommée Tolérance Zéro, amener les responsables de pinasses et de bateaux à se conformer aux règles du transport maritime. Le nombre de passagers égal au nombre de gilets à bord, plus 10%. Voilà, c'est ce que le directeur général a dit. Je crois que sur cette pinasse, c'est ce qu'on a constaté. Maintenant, c'est tout ça que nous contrôlons. En plus de ça, il y a le fait qu'il y a des beaux couronnes qu'il faut avoir un certain nombre suffisant. Les inspecteurs, la boîte à pharmacie, il y a la validité de la visite technique. Le dispositif doit être mis en œuvre avant le départ des engins. Les contrevenants aux règles en vigueur s'exposent à la rigueur de la loi. Pour cette première journée, une dizaine de moteurs de pinasses ont été saisis, suspendant ainsi l'activité de plusieurs personnes sur le plan d'eau lagunaire. Des actions soutenues par les voyageurs. C'est un constat, c'est flagrant. Surtout avec les pinasses, il n'y a aucune organisation. Voilà, mais comme le ticket, la traversée est moins chère, nous sommes obligés de faire avec. Si aujourd'hui les autorités décident de mettre un peu d'ordre au niveau des pinasses, en tout cas, c'est très bienvenu. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est notre sécurité qui y va. J'espère qu'ils vont continuer pour notre propre sécurité. À l'initiative de cette opération, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Nous tendons vers les festivités de fin d'année, nous tendons aussi vers la CAD et les mesures qui ont été arrêtées, nous voudrons nous assurer que ces mesures sont appliquées par les pinassiers. Pas que les pinasses, il y a aussi les structures modernes qui existent, dont la SOTRA, au niveau desquelles nous faisons aussi ce contrôle. Tolérance zéro. Si tu prends une seule personne de plus, on te fout l'amende qu'il faut. On te retire ton moteur, on confisque ton enjeu, jusqu'à ce qu'on respecte ce qu'on a dit. L'opération Tolérance Zéro va se poursuivre sur une longue durée pour le bonheur des populations. On est sur l'eau, on va parler de pêche. Cap donc sur le débarcadère Mohamed VI de Lokodro et le hall de Crié du port de pêche d'Abidjan, où une équipe du ministère des Ressources animales et halieutiques vient d'effectuer une visite pour mesurer la quantité et aussi la qualité des débarquements des différents types de pêche après le repos biologique observé. Vous allez le voir, les résultats sont satisfaisants, ils sont impressionnants. Lanciné Bakayoko. En décidant de la fermeture des pêches pendant 2 mois, le gouvernement voulait protéger les ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction ivoirienne. Quelques semaines après la fin de ce repos biologique, les résultats sont satisfaisants. Avant, les chalutiers, par exemple, pouvaient venir 2 fois au maximum dans le mois. Mais actuellement, nous voyons au moins un chalutier peut venir 3 à 4 fois dans le mois. On a vu des bateaux qui ont pêché même qu'à 70 tonnes. Ce qui était rare. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu cela. Les opérateurs du secteur, qui avaient émis de sérieuses réserves sur la fermeture saisonnière des pêches, comprennent aujourd'hui la nécessité du repos biologique. Au débarcadère Mohamed VI de Lokodjoro, les prises ont augmenté significativement selon les pêcheurs. Il faut que
Désormais, ça soit de bons soins. Là, c'est bon. Ça peut aider les pêcheurs aussi. La période où on ferme la mer, c'est le période là où les pêcheurs gagnent poisson. Au hall de crier du port de pêche de Vridi, le constat est le même. Le tonnage s'est amélioré ainsi que la qualité des spécimens. Nous avons constaté une augmentation des débarquements au niveau de la criée et la quantité de poissons également augmentée. Les activités de pêche avaient été fermées du 1er au 31 juillet pour la pêche artisanale et du 1er juillet au 31 août pour la pêche industrielle et semi-industrielle. Une réponse à la raréfaction des ressources halieutiques due en partie à la surpêche. C'est ce dimanche 5 novembre que l'Abissa 2023 referme ses portes. Cette fête traditionnelle du peuple Nzima qui a conquis les cœurs de tous. À côté de la grande ambiance qui prévaut lors de cet événement culturel de premier plan, il y a des conférences. Vendredi, par exemple, c'est le professeur René Aloukwame qui disait une conférence sur l'universalité de la culture du peuple Nzima, culture qui mériterait fort bien d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On en sait plus avec Victorien Angwa. L'Abissa d'Nzima de Côte d'Ivoire et du Ghana, modèle de gouvernance traditionnelle, enjeux, opportunités et défis de la sauvegarde d'un patrimoine immatériel, thème du panel animé par le professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Aloukwame René. Le spécialiste de l'histoire des peuples de civilisation à Caen, à travers son exposé, démontre l'universalité de la tradition Nzima. Chez les Nzima, il y a ce qu'on appelle les 7 grandes familles ou les 7 clans. Mais c'est universel, ça concerne tous les êtres humains. Si tu es sénoufo, que tu es quelqu'un qui habituellement a un comportement où tu es calme, tu es pondéré, tu ne te fâches pas, tu réfléchis avant de parler, d'agir, ils vont dire, mais celui-là, il a le comportement du clan Ndouafo. Le comité d'organisation de l'Abissa se bat pour voir cet événement inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et le processus est en bonne voie. L'Abissa, c'est la bonne voie. Déjà que l'Abissa fait partie des patrimoines et des valeurs culturelles qui ont permis aussi au classement de la ville historique du Grand Bassam. Il y a un processus qu'il faut mettre en place. La documentation de tout ce qui régit l'Abissa et puis il faut faire aussi une divulgation. C'est tout cela qui va concourir à l'inscription au patrimoine de l'humanité de l'Abissa. Une fois cette inscription actée, l'identité du peuple Nzima sera davantage mise en valeur et la ville de Grand Bassam en sera la grande gagnante avec les milliers de touristes qui viendront désormais participer à l'Abissa. Déjà, avec les actions du comité d'organisation, ce rendez-vous culturel permet aux opérateurs économiques de se frotter les mains. C'est mon premier Abissa. On a de l'affluence, on a de belles personnes qui viennent chez nous. C'est pour venir faire connaître nos produits à la population ivoirienne. Voilà que nous sommes là. Je trouve que l'Abissa, c'est une très bonne idée, mais je préfère qu'on développe un peu Bassam par rapport à l'Abissa. Parce que l'Abissa apporte beaucoup de touristes, beaucoup de personnes pour la découverte. Mais quand tu viens à Bassam, et puis nous on est de Bassam, mais quand on voit comment Bassam est, l'entretien, en tout cas, il faut que les autorités s'améliorent à ce niveau. L'Abissa, c'est une semaine de festivités, une semaine au cours de laquelle, outre le volet culturel qui ne laisse aucun visiteur indifférent, les opérateurs économiques de la cité balnéaire et ceux venus d'ailleurs font de bonnes affaires. On passe au chapitre religion de notre journal. L'église d'Eima en Côte d'Ivoire a 100 ans, un siècle de foi. Un centenaire qui va être célébré dans quelques jours à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Ce sera une occasion de dresser le bilan de la mission d'Eima en Côte d'Ivoire, faire le point des acquis et se projeter vers l'avenir. Les festivités ont été lancées récemment à Yopougon, ici à Abidjan, en présence de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Le Deima est une religion chrétienne authentique révélée en Afrique noire. L'événement marquant les 100 ans de cette communauté se déroulera à Yamoussoukro. La place Jean-Paul II, où nous allons bâtir un véritable village de centenaire. Il y aura des concerts, des conférences, des chorales qui vont faire des prestations et tout ça, les meilleurs qui ont été sélectionnés. Et la journée du dimanche, il y aura la grande messe de la paix qui sera organisée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la recherche de la paix à Yamoussoukro. Deima qui veut dire en langue godier, la bonne nouvelle est venue à nous
œuvre à la restauration des peuples africains. L'œuvre que nous avons adhérée, moi j'avais 3 ans quand mon père s'est adhéré à cette religion. Aujourd'hui, je suis très ravi, très content parce que je dois fêter les 100 ans. Et à travers moi, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Cette célébration des 100 ans est l'occasion pour les guides spirituels de lever certains préjugés sur la communauté d'Ehima. Les festivités vont se dérouler du 10 au 12 novembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à la place Jean-Paul II. Le reportage de Frédéric Oulaye a été commenté par Sephora Zegui. En Afrique du Sud, je vous le disais au sommaire, le forum AGOA sur les accords de libre-échange entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne s'est terminé hier samedi. Les 35 pays éligibles ont appelé à renouveler rapidement les accords d'AGOA qui prennent fin en 2025 et à réformer des critères d'éligibilité jugés trop stricts. Réunis pendant 3 jours, les ministres du Commerce et leurs représentants ont discuté des mesures à prendre pour réformer ces accords qui datent de 2000 et qui offrent une exemption des tarifs douaniers sur certains produits exportés vers les États-Unis. L'administration américaine présente à Johannesburg a écouté ces revendications, mais elle rappelle que ce sont les membres du Congrès qui ont le dernier mot. C'est l'heure du Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est le directeur général du Conseil EVA Palmia Huile que nous recevons aujourd'hui. Merci encore à vous, monsieur Coulibaly. On va y aller tout de suite avec cet élément vidéo que nous propose Lanciné Bakayoko, le chef du service économie de la rédaction RTI 1. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs du palmier à huile confrontés à une grave crise au niveau de la commercialisation. Grâce à la médiation du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, les 3 collèges composant la filière palmier à huile, à savoir les producteurs, les premiers transformateurs et les raffineurs, sont parvenus à un consensus sur les prix praticables. Sur les 3 mois à venir, nous avons pris donc la décision qui est d'acheter le kilogramme de régime de palme Borchamp à 65 francs. Au niveau de la tonne d'huile, désormais, le prix qui est affecté est de l'ordre de 530 000 francs. Pour répondre aux inquiétudes des raffineurs liées aux importations illégales de l'huile de palme, Kobena Kwasi Adjoumani promet qu'un arrêté interministériel sera signé interdisant l'entrée frauduleuse de l'huile sur le marché ivoirien. Nous voudrons lui dire merci pour son implication personnelle dans la résolution de la crise qui couvait, ce qui va nous permettre d'entrevoir la pointe avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Toutes les autres huiles déjà entrées illégalement sur le marché seront saisies. Des négociations seront entreprises avec les pays qui ont décidé de tourner le dos au marché de l'huile ivoirien afin de nouer de nouveaux partenariats. Au niveau du palmier à huile, la production ivoirienne s'élève à 600 000 tonnes. Quant à la capacité de raffinage, elle est de 1,2 million de tonnes. Monsieur Bakayoko Lanciné, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis donc avec Monsieur Coulibaly. Dites-nous, Monsieur Coulibaly, le conseil EVA Palmier à huile, dites-nous en deux petits mots. Quelles sont vos missions, vos objectifs? Merci beaucoup, Monsieur Hamza Diaby. Déjà, dire que le conseil EVA Palmier à huile est le dernier né des conseils. Tout le monde, je pense, en Côte d'Ivoire connaît le conseil café-cacao, également le conseil coton-lacade. Et donc, le conseil EVA Palmier à huile vient boucler une réforme des grandes filières agricoles. Et donc, depuis 2018, précisément novembre 2018, le conseil EVA Palmier à huile est en place. Et parmi nos missions, nous en avons 17. Et l'une des missions, justement, c'est de garantir les prix issus des accords interprofessionnels et de veiller au respect des prix. J'en parle à dessein puisque ça a été l'objet des discussions dernièrement entre le ministre d'État, le ministre Adjoumani, et les représentants de la filière. Et le conseil, il se porte bien? Tout va bien? Alors, on va dire que nous avons fait quand même un petit bout de chemin. Et aujourd'hui, les choses vont nettement mieux. Je dois rappeler qu'en 2018, quand le conseil s'installait, nous avions des crises. Dans la filière EVA, il y avait donc la crise de la surproduction et les planteurs n'arrivaient pas à écouler. Aujourd'hui, je pense que cette crise est derrière nous
Et d'ailleurs, avec les mesures prises par l'État, des nouvelles usines sont installées. Et en 2024, au grand maximum 2025, nous aurons plus de capacités industrielles installées que de production disponible. Donc, je pense que les choses ont évolué dans le bon sens. En 2018 également, quand le Conseil s'installait, alors le palmier à huile, la graine s'achetait à 35 francs le kilo. Aujourd'hui, on est en train de parler de 65 francs le kilo. Donc, je pense que globalement, les choses avancent. Mais c'est clair qu'hier, c'est encore des défis à relever. Vous êtes la petite sœur des structures de régulation. Le dernier né donc des conseils, mais on dirait que c'est chez vous qu'il y a le plus de bruit. Alors, parce que les autres ont eu le temps de calmer les choses, d'aplanir toutes les choses. Ils sont matures. Mais... Exactement. Et je pense d'ailleurs que si le Conseil n'était pas là, imaginez le vide que ça aurait laissé en termes de discussion et de négociation. Ça me permet justement de revenir sur une des missions qui est confiée au Conseil, c'est la médiation en second recours de tout ce qui est comme contentieux possible entre les acteurs des filières. Donc le Conseil arrive à point nommé justement, parce qu'on avait anticipé déjà qu'entre producteurs et usiniers, parfois les intérêts sont contradictoires et donc il fallait un arbitre pour aider à aplanir les choses. La particularité de ces deux filières qui composent le Conseil, c'est un peu... elles sont quasiment détenues par le privé, c'est cela? Oui, je pense que ça part d'une volonté de l'État. Vous vous souvenez que le palmier comme les VA étaient des sociétés d'État, mais à l'issue de la privatisation, c'est des entreprises qui ont été rachetées par les privés. Et à côté de cela, il y a eu des programmes publics d'encouragement à la plantation de palmiers et de VA. Aujourd'hui, donc, on a des secteurs purement privés, avec des entreprises, mais notez également très bien que le planteur, c'est un opérateur économique privé. Tout à fait. Pas comme le conseil du café-cacao, totalement détenu par l'État, ou le conseil coton-anacarde, coton pour le privé, anacarde pour l'État, c'est cela? Non, en termes d'acteurs, vous avez affaire à des acteurs purement privés. Mais le conseil IVA Palmier à huile est un organe de l'État. Bien sûr, voilà. Avec des acteurs privés, c'est ce que j'étais en train de dire. On a constaté une crise ces derniers temps dans la filière palmier à huile, des mouvements autour essentiellement des prix de vente ou d'achat, monsieur le directeur général. Pourquoi cette crise? Alors, vous me donnez là l'occasion de revenir sur comment les prix sont fixés dans la filière palmier à huile. C'est un principe qui existe depuis 2008. Le principe, donc, c'est de repartir entre les différents acteurs les prix internationaux. Et ces principes ont été consacrés par la loi qui met en place le Conseil. Et c'est à partir des prix internationaux que la matrice détermine le prix d'achat du régime et le prix d'achat de l'huile brute. Vous voyez? Et je dois rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous consommons près de 70% de l'huile raffinée produite localement. Et donc, le marché, essentiellement, c'est le marché local. Vous avez 30% à l'export, mais tout est déterminé en réalité par le marché local. Et donc, quand vous passez en revue cette matrice, vous vous rendez compte que quand il y a des distorsions sur le marché mondial, cette matrice, on ne peut plus l'appliquer. Vous voyez? Et donc, en appliquant la matrice, on a un niveau de prix, mais qui ne peut pas être appliqué parce qu'on a des acteurs au niveau mondial qui ont subventionné fortement leurs huiles, et ces huiles-là se retrouvent nettement moins chères. Et donc, il y a une distorsion de marché qui nous oblige aujourd'hui à être dans cette démarche de discussion, de négociation. Et donc, justement, c'est l'objet pour lequel nous avons demandé l'arbitrage du ministre d'État. Et le 31 octobre dernier, le ministre d'État a donc reçu les opérateurs de la filière pour parvenir à un compromis. Et on est arrivé à un compromis. Tout à fait. Et quels sont les sacrifices qui ont été consentis par chacune des parties? Alors, si on veut chiffrer ce qui a été consenti par chacun des collèges, le collège des producteurs, c'est autour de 8 francs. Entre le prix calculé et le prix qui a été donc accepté, c'est autour de 8 francs, donc 8 000 francs la tonne. Le collège des premiers raffineurs. Alors, ce que nous on appelle les premiers raffineurs, les usiniers de la première transformation, c'est ceux qui produisent communément ce qu'on appelle l'huile rouge. C'est cela. Voilà, donc l'huile brute, eux, ils ont fait un sacrifice autour de 65 000 la tonne pour permettre à l'ensemble du système d'être en équilibre. Oui. Et après, les raffineurs? Les raffineurs, comme je le disais tout à l'heure, eux, ils ont en face d'eux le consommateur ivoirien. Et vous vous rappelez qu'en 2022, l'État a dû prendre une mesure de plafonnement, justement parce que si on devait répercuter toute la hausse des cours mondiaux, le consommateur n'allait pas supporter. Donc l'État a plafonné les prix à la consommation. Et donc on se retrouve avec un plafond de verre qu'on ne peut pas franchir.
Et dans le même temps, en dessous du plafond de verre, il y a des mouvements de hausse, de baisse, qu'on reflète donc dans la matrice de calcul des prix. Est-ce que c'est ce qui explique que des fois, on a constaté que l'huile raffinée coûtait moins cher même que l'huile brute? Sur le marché mondial, oui, mais en réalité, c'est parce qu'il y a des pays gros producteurs qui ont subventionné leur huile. Autrement, vous imaginez, vous payez l'huile brute, vous raffinez, il y a forcément des coûts. Donc vous ne pouvez pas sortir l'huile brute l'huile raffinée moins chère que l'huile brute. Bien sûr. Vous vous êtes accordé sur quelque chose, la calmie semble être donc de mise dans le secteur, mais vous nous garantissez que tout le poids ne sera pas supporté par le consommateur final. Si vous remarquez bien, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un plafond qui a été mis et on n'est pas autorisé à vendre plus cher. Et en réalité, sur le marché, vous vous rendrez compte que le bidon de référence de 25 litres qui était sorti usine, plafonné à 25 500, aujourd'hui, sorti usine, ce même bidon est entre 21 000 et 22 000. Tout à fait. Quand vous allez chez le grossiste, le demi-grossiste, vous vous rendez compte qu'il y a une baisse. C'est vrai qu'au niveau du détail, la baisse n'est pas sensible parce que c'est moins 50 francs, moins 100 francs, mais on ne peut pas aller au-delà donc, du plafond qui a été. Donc vous avez les moyens de garantir un meilleur prix de vente du palmier et de l'huile de palme? Alors, comme je dis, si on met de côté le plafond qui est lié aux contraintes sur le marché intérieur, nous avons quand même des excédents exportables. On est le seul pays en Afrique qui exporte de l'huile de palme, produite donc par nous-mêmes. Et l'accès donc au marché extérieur, nous pouvons capter les hausses de cours, des hausses de cours au niveau du marché mondial, justement sur les 30% qui nous restent à exporter à l'extérieur. On a noté que le ministre d'État lui-même est monté au créneau. Vous l'avez dit, il s'est entièrement impliqué dans la résolution de cette crise. Et vous-même, Conseil EVA Palmier à Huile, quel rôle vous avez joué dans ce dénouement heureux? Alors, il faut dire que nous, on a fait un premier niveau d'arbitrage qui a consisté en réalité pour nous à aligner les prix mondiaux de l'huile brute sur les prix de l'huile raffinée. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous regardez les tendances mondiales, l'huile raffinée coûte moins cher que l'huile brute, notamment à cause des subventions faites par certains pays. Et donc, quand nous avons fait cet arbitrage, c'était déjà le 10 octobre, il s'est trouvé que, de part et d'autre, les raffineurs notamment, ont estimé qu'à ces niveaux de prix, ils n'étaient pas compétitifs. Donc, il a fallu porter l'affaire à un deuxième niveau de médiation en sollicitant l'appui du ministre d'État. Est-ce qu'on peut toujours craindre que le mécanisme de fixation de prix soit toujours mis à mal lorsqu'une des parties ne se sent pas à l'aise avec le prix? Alors, c'est pas qu'une des parties ne se sent pas à l'aise. En fait, c'est parce qu'on traverse une crise. Et comme je l'ai indiqué, la crise est liée non seulement aux distorsions de marché, qui font qu'on n'est plus compétitif sur le marché régional qui consommait les 30% de nos surplus. Et donc, c'est une situation de crise. Et quand vous êtes en situation de crise, naturellement, tout ce que vous avez mis en place comme dispositif qui gère le quotidien, vous êtes obligé de faire une entorse. Donc, on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise. Mais heureusement que le Conseil est là, heureusement que le dialogue n'est jamais rompu entre les acteurs. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse aller sur les prochains mois sans qu'il y ait besoin de se rencontrer. D'ailleurs, le ministre d'État a donné rendez-vous fin décembre aux acteurs pour évaluer ensemble la situation. C'est dire que tant qu'il y a cette dynamique de concertation, quelle que soit la crise, on trouvera donc les issues nécessaires. Monsieur le directeur général, savez-vous qu'il y a des activités de contrebandiers sur nos marchés? Je pense que l'élément tout à l'heure qui a été présenté avant le magazine est revenu là-dessus. Les opérateurs nous ont signalé qu'ils ont identifié sur le marché certains conditionnements qui n'étaient pas produits en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites pour y mettre fin? Alors, je vais suivre ce que le ministre d'État a pris comme engagement, de dire qu'avec le ministre du Commerce, nous allons faire en sorte que ces huiles-là soient retirées du marché et faire en sorte également que ces huiles ne rentrent pas. Le ministre l'a indiqué clairement qu'un arrêté va être pris pour permettre de clarifier les choses. Déjà, pour ce qui concerne l'importation, nous avions publié un communiqué il y a quelques mois pour rappeler qu'il y a des règles. Oui. Pour importer de l'huile de palme en Côte d'Ivoire, il faut être non seulement agréé par le Conseil, mais il faut encore que le Conseil autorise l'importation. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin d'importer là où nous-mêmes, on a un surplus quand on cherche à écouler sur le marché international? D'accord. Là, il y va de notre santé. Il faut y mettre fin, monsieur le directeur général. Non seulement de notre santé, mais de l'économie elle-même en sa globalité. Il ne faut pas qu'on oublie l'EVA. Comment va la filière, monsieur le directeur général? Alors, la filière EVA, je pense qu'au sorti de la crise de Covid, on a une légère remontée des cours.
Mais il reste que, si vous interrogez aujourd'hui les opérateurs, les producteurs, on se réfère toujours aux années 2011 où l'EVA a été acheté à 1000 francs. D'ailleurs, nous avons régulièrement des correspondances qui nous disent mais pourquoi on fixe le prix de l'EVA à 1000 francs. Mais le mécanisme dans l'EVA est similaire à celui du palmier. C'est les cours mondiaux qu'on distribue entre les opérateurs de la filière, donc producteurs et usiniers. Aujourd'hui, il y a une légère tendance à la hausse. Et on pense que, d'après les données que nous avons, 2024-2025, cette tendance va se maintenir. Et il y a un aspect quand même important qu'il convient de souligner, c'est la production ivoirienne est reconnue par le marché mondial comme étant de qualité. Et pour nous, il est grand temps que cette qualité-là soit payée à son juste prix pour permettre donc d'améliorer le revenu du producteur. Et la Côte d'Ivoire est pratiquement le seul pays africain qui produit un caoutchouc naturel d'une aussi grande qualité. Je dirais oui. Et en si grande quantité, parce qu'on est à 1 300 000 tonnes aujourd'hui. Tout à fait. Vous nous rassurez donc, monsieur le directeur général, on en a fini, vous nous rassurez, il y a de bonnes perspectives pour le binôme EVA palmier à huile. Oui, je confirme que l'avenir est prometteur. D'ailleurs, quand vous lisez toutes les projections à 2030, vous vous rendrez compte qu'il y aura un déficit de caoutchouc naturel au niveau mondial. Donc la consommation de caoutchouc naturel ne pourra pas être couverte par la production. Et pour nous, ça, c'est une dynamique positive. Au niveau de l'huile de palme, je dois rappeler que même quand vous parcourez la presse, aujourd'hui, on constate bien que la campagne en Europe, notamment les pays producteurs d'huile, comment ils appellent, d'huile de soja, d'huile de tournesol et d'huile d'olive, ont subi fortement la sécheresse. Et je pense que ça va avoir un effet impactant sur les cours mondiaux de nos produits. Donc l'avenir est prometteur. Voilà. Merci beaucoup. Et le palmier à huile, cette filière qui emploie près de 200 000 personnes. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Founbé Edmond Koulibaly, directeur général du tout jeune conseil EVA palmier à huile. Vous êtes venu nous parler un peu de la crise qui a secoué le secteur du palmier à huile, mais là, tout est rentré dans l'ordre et on prie que ça dure. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Si vous me permettez, je profite de votre antenne pour dire toute ma reconnaissance au ministre d'État et également la reconnaissance des acteurs de cette filière au ministre d'État qui a usé vraiment de son sens de l'écoute. La réunion a duré quasiment 3 heures. Chaque collège a eu le temps de s'exprimer et à la fin, je pense que tous les collèges ont compris qu'on avait intérêt à s'accorder. Autrement, la filière elle-même se serait retrouvée déséquilibrée. Merci. Je vous en prie. Et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Vous êtes notre motivation. Merci de votre confiance et très bon dimanche chez vous.